d'être avec nous sur le plateau du Morning. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures depuis Tel Aviv pour décrypter l'actualité de ce vendredi. On démarre par les grands titres à la une de la presse israélienne avec vous, Yael Bornstein. Bonjour. Bonjour Barbara. Alors le grand titre encore et toujours ce matin dans la presse israélienne, c'est la suite de l'affaire de ce navire arraisonné par les commandos de la marine israélienne. C'était il y a 2 jours. Absolument Barbara, et maintenant que l'opération militaire est d'ores et déjà terminée, on peut désormais faire un retour rapide sur les conclusions de cette affaire et je vous propose de le faire tout de suite avec le quotidien gratuit à grand tirage Yediot Aharonot qui consacre à cette nouvelle un dossier relativement important. En couverture est cité le commandant de cette opération lors de sa présence. Le capitaine du navire a raisonné, je cite, « Nous ne sommes pas des pirates, nous sommes l'armée de défense israélienne ». Dans la double page qui suit, l'officier israélien raconte encore que le capitaine a mis un long moment à comprendre la situation et ce n'est que lorsqu'il a vu les bateaux des missiles qui encerclaient son navire qu'il les a tout simplement invité à monter. Et dans le quotidien centriste Maariv, on cite le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dès que le navire iranien verra les côtes d'Eilat, on saura qui sont les menteurs. Klaus C, le navire, est censé arriver demain samedi à Eilat avec à son bord les missiles de haute technologie iraniens. Le chef des renseignements israéliens, le général Aviv Kochavi, a déclaré que les Israéliens suivaient une douzaine d'affaires iraniennes en cours et que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Quant aux Iraniens, ils cherchent la source de la fuite qui a causé cet embarras. Et dans le quotidien gratuit proche du gouvernement, Israël Hayom, on précise que les Iraniens, je cite, deviennent fous. Ils tentent de démentir à tout prix la découverte de missiles et d'armes sur le bateau. Le général Kochavi accuse les gardiens de la révolution iranienne. Et notre confrère Chaim Shain parle d'introduction aux compétences de Tsahal. Le meilleur resterait encore à venir. Et selon le quotidien de gauche, Haaretz, un officier haut placé des renseignements israéliens a déclaré que cette affaire va stopper pendant un long moment au moins les tentatives de trafic d'armes par la mer Rouge, Barbara. Voilà pour cette affaire, on s'envole maintenant pour la Californie où on découvre des perturbations au sein même du consulat israélien. Oui Barbara, alors figurez-vous que Ynet, le site internet du quotidien Yediot Aharonot, nous révèle les drames des coulisses de cette visite en Californie du Sud. À la suite d'un conflit de travail entre le consulat israélien et le ministère des Affaires étrangères, Benjamin Netanyahou et toute sa délégation ont atterri sur le tarmac de Los Angeles pour y trouver l'endroit absolument désert. Après des mois de préparation à cette visite, les employés du consulat ont reçu l'ordre de ne pas participer à la visite officielle. Le consul israélien en Californie, David Segal, a déclaré que les Israéliens le salaire n'avait pas été réactualisé depuis plus de 10 ans et qu'il était quasiment impossible pour certains des diplomates israéliens de subsister dans une ville comme Los Angeles, Barbara. Pour cette affaire, une autre crise à présent au ministère des Affaires étrangères. Elle menace la visite, cette fois, du pape François en Israël. Oui, c'est ça. Alors, comme on commence à ressentir que le ministère des Affaires étrangères est quelque peu mal en point, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est Yediot Aharonot qui nous annonce aussi cette nouvelle. Après une crise toujours irrésolue avec le ministère des Finances, le Vatican annonce que le pape annulera sa visite prévue pour mai prochain si celle-ci n'est pas préparée en bonne et due forme. Alors, si cette visite papale qui vient souligner 50 ans d'amitié avec le Vatican, si cette visite donc était vraiment annulée, cela aurait des conséquences graves sur l'économie israélienne qui serait attaquée au cœur de son tourisme chrétien, sans compter évidemment les conséquences néfastes que cette annulation aurait pour l'image d'Israël. On ne saurait pas quand le pape aurait de nouveau le temps de prévoir une nouvelle visite officielle, Barbara. Voilà, autre titre ce matin dans la presse israélienne, c'est l'affaire Shula Zaken qui l'oppose à l'ancien Premier ministre Ehud Olmert dans le scandale de corruption Holy Land. Oui, alors après un marathon d'entretien avec les procureurs de la justice, la décision est tombée. Shula Zaken ne sera pas témoin dans l'affaire Holy Land. Selon Yediot Aharonot, qui rapporte les propos de ses proches, Zaken n'aurait ramené que des gros titres pour la presse et pas de preuves tangibles qui pourraient mettre en cause Ehud Olmert dans l'affaire Holy Land. Dans l'article qui est consacré à cette affaire dans Maariv, Shula Zaken est montrée en compagnie d'un petit chien. Ça va se demander si on n'essaye pas de la ridiculiser un petit peu. Ses avocats disent qu'elle a tenté par tous les moyens de serrer la main de la justice et que cette dernière la lui a refusé. Et voyez encore cette photo tirée du journal de gauche à Haaretz à l'époque de la proximité, on peut même dire de l'intimité entre Ehud Olmert et Shula Zaken. On en est bien loin aujourd'hui, Barbara. Et on termine, Yael, cette revue par un fait divers, un loup, et oui, un loup qui a fait des ravages hier dans la ville de Tibériade, dans le nord d'Israël. Oui, Barbara. Alors à tous les parents qui menacent leurs enfants de rencontrer le grand méchant loup, le cauchemar est devenu réalité. Regardez plutôt cette image dans Yediot Aharonot. Plus exactement une louve qui a mordu pas moins de 12 personnes hier dans la ville de Tibériade. Au-delà du drame de cette rencontre, on ne peut moins inopiner. La louve avait apparemment la rage. Et c'est pour cela que le ministère de la Santé insiste pour que les personnes ayant été en contact avec l'animal aillent se faire urgemment examiner, Barbara. Merci beaucoup. Merci, Barbara. On se retrouve vendredi prochain.
sommes le vendredi 7 mars, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité ce matin. Les renseignements israéliens l'affirment avec certitude. L'Iran est derrière la tentative avortée de contrebande d'armes à destination de Gaza. On en a parlé. Les gardiens de la révolution et en particulier son élite de la force Quds aurait signé l'opération. Le commandant des renseignements militaires de Tsahal a souligné qu'Israël bénéficiait de preuves solides qui incriminent les Iraniens dans cette affaire. Européens et Américains tentent de trouver une sortie de crise en Ukraine. Depuis Bruxelles, c'est un ultimatum qui a été lancé hier à la Russie, l'exhortant à négocier sans délai une sortie de crise, sous peine d'être frappé par des sanctions de plus en plus dures. Barack Obama, de son côté, s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine cette nuit pendant plus d'une heure. Il a tenté de le convaincre d'accepter une issue diplomatique à la crise. Enfin, notez qu'en Turquie, le Premier ministre Erdogan menace. Il fera interdire YouTube et Facebook dans son pays après les élections municipales du 30 mars. C'est ce qu'il déclare à la télévision turque hier soir. Je vous rappelle qu'il est empêtré dans un scandale politico-financier, en partie révélé par des conversations téléphoniques publiées sur Internet, justement. Sociaux. Des outils. Voilà, et on reste en Israël avec cette loi qui fait débat. Vous le savez, dans le pays, les magasins sont fermés le Shabbat. Mais voilà, à Tel Aviv, la grande majorité des habitants... On va y revenir dans un instant à cette loi sur le Shabbat qui fait scandale dans le pays. Pour l'heure, on vous propose un reportage sur la communauté juive ukrainienne qui craint contre l'antisémitisme depuis le changement de régime. Regardez. Place Maïdan, Kiev, symbole d'une révolution dont l'issue reste incertaine. À quelques rues de là, à la célèbre synagogue Brodsky du centre-ville, c'est pourtant un jour comme les autres pour la communauté juive de la capitale ukrainienne. Comme tous les matins, les fidèles se retrouvent à l'heure de la prière. Les récents événements à Kiev et la crise ukrainienne n'ont pas l'air d'inquiéter le rabbin qui tente de relativiser les choses. Je ne veux pas créer de panique. Nous avons déjà surmonté pas mal de choses difficiles et nous surmonterons cela aussi, avec l'aide de Dieu. La communauté juive de Kiev comporte environ 40 000 personnes. Pour la plupart d'entre eux, pratiquer la religion est un retour aux sources, puisque du temps de l'Union soviétique, le régime en Ukraine était l'un des plus hostiles au judaïsme. Relier les juifs ukrainiens à leurs origines, c'est aussi la mission de l'école Simcha à Kiev. Cette école fait partie d'une cinquantaine d'autres établissements scolaires dans les pays de l'ancienne Union soviétique, membres d'un programme spécial du ministère israélien de l'Éducation. Chacune des écoles du programme comporte des enseignants israéliens qui servent un peu d'ambassadeurs d'Israël, de la culture et la tradition juive. Ces professeurs font un travail très noble. Ils travaillent avec des élèves juifs qui ont malheureusement longtemps été déconnectés de leurs racines. Quant à la situation récente dans la ville, la vigilance reste de vigueur. Pendant les manifestations des derniers mois, plusieurs attaques antisémites ont eu lieu à Kiev. Un homme juif a été poignardé et de nombreux symboles antisémites ont été tagués sur des sites religieux. En tant que juifs, nous devons toujours faire attention parce qu'en période de crise, les juifs sont toujours dans la ligne de mire. En ce moment, nous essayons de garder un profil bas, d'éviter les endroits problématiques. Mais la communauté juive exprime aussi une volonté de rester détachée des affaires politiques du pays. On essaye de ne pas se mêler des affaires internes de l'Ukraine. Nous devons aider et soutenir du mieux possible les Juifs ici, mais c'est au peuple ukrainien de décider de ce qui est le mieux pour lui. Alors que certains officiels israéliens ont récemment encouragé les Juifs d'Ukraine à rejoindre Israël, il semblerait que la vie juive suive son cours dans la capitale ukrainienne, l'un des berceaux du judaïsme ashkénaze. Alors vous le savez, l'actualité se poursuit. En Ukraine, la Crimée a exprimé hier son souhait de se rattacher à la Russie. L'Europe a débattu hier en urgence et menace de sanctions. On fait le point sur la situation avec notre correspondante à Kiev, Elena Volochin. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, à Kiev, ce matin, quel est l'état d'esprit ? Alors, je rentre tout juste de Sébastopol. Et je peux vous dire que sur place, eh bien,
L'armée russe, malgré les déclarations de Vladimir Poutine, eh bien, elle continue de faire pression sur l'armée ukrainienne et d'occuper toutes les positions de l'armée ukrainienne. Nous sommes allés pas plus tard qu'hier dans une base de défense antimissile où des soldats cagoulés en armes ont pris possession des lieux. Ils avaient donné un ultimatum aux soldats ukrainiens afin que ceux-ci se rendent. Et le commandant a pris la décision de leur céder la base car les militaires ukrainiens en toutes les casernes sont largement inférieurs en nombre et en armement. Donc pour éviter qu'il n'y ait de victimes, eh bien, ils ont laissé ces soldats prendre possession des lieux. Et vous savez, c'est très compliqué à gérer comme situation car ces soldats, eh bien, ils ne portent aucun insigne, on ne sait pas à qui ils appartiennent. Et du coup, les militaires ukrainiens, eh bien, ils ne savent pas de qui vont-ils recevoir des ordres, comment va évoluer la situation. Mais sur place, sur le terrain, il est clair pour tout le monde que c'est bien l'armée russe qui occupe les lieux. Donc on attend en fait de savoir quelles seront les décisions de Moscou, quelles seront aussi les décisions diplomatiques, car cette situation elle est assez intenable. Il n'y a pas que sur terre, il y a aussi sur mer que la pression est très forte. Toute la flotte ukrainienne de la mer Noire est en état d'embargo, est bloquée par la flotte navale russe. Donc en fait voilà, c'est ce qu'on a pu observer sur le terrain. Et puis à côté de ça, les manifestations continuent. La date du référendum pour affirmer l'autonomie de la Crimée a été avancée au 16 mars. Ces manifestations elles sont de plus en plus violentes. Il y a des journalistes ukrainiens qui ont été pris à partie, bousculés violemment hier par des manifestants pro-russes. Et vous savez, ce qui est assez étonnant et frappant, c'est que sur place, toute la population est absolument persuadée qu'elle allait faire l'objet d'une invasion fasciste, comme dans les années 40, lorsque Sébastopol a résisté aux nazis. Et bien là, ça rappelle de vieux souvenirs, ce discours de propagande de la télévision russe, comme quoi les fascistes allaient arriver en Crimée. On voit vraiment partout en ville des inscriptions non fascistes, mort au fascisme, des vétérans avec leurs décorations. Et c'est ça aussi qui attise la colère populaire, c'est ça qui alimente la tension, le conflit. Pour les habitants de Crimée, eh bien l'armée russe est là pour les protéger d'une invasion fasciste et ça l'aide à asseoir ses positions et en réalité non pas à protéger la population, mais à essayer d'annexer les positions militaires ukrainiennes et de facto la Crimée. Alors d'après ce que vous avez compris de la population sur place quand vous les avez interrogés, pour ce référendum, ils vont voter massivement pour le rattachement de la Crimée à la Russie ? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Est-ce que d'après ce que vous avez entendu des habitants de Crimée sur place, pour ce référendum, ils vont se prononcer massivement en faveur d'un rattachement à la Russie ? Alors la question du référendum, ce n'est pas est-ce que vous voulez le rattachement à la Russie, c'est plutôt est-ce que la Crimée doit entrer dans le cadre des accords conclus avec Kiev. Enfin, je ne me rappelle plus exactement de la question car elle est assez complexe, mais en gros la question c'est est-ce que la Crimée doit continuer à exister dans les conditions dans lesquelles elle existe actuellement, en respectant les accords signés avec Kiev, en sachant qu'il y a eu une révolution à Kiev. Et évidemment, à cela, eh bien, la majorité de la population va voter non, ce qui de facto signifiera l'autonomie, ce qui de facto va délier les mains de ce gouvernement séparatiste qui est actuellement en Crimée. J'ai parlé avec un responsable hier qui me disait que cela ouvrait plus tard la voie à une indépendance. Donc la question du référendum du moins ne sera pas de savoir si la Crimée voudra être rattachée à la Russie, mais dès lors que la Crimée aura voté son autonomie accrue et que plus loin le gouvernement local prendra cette décision de façon autonome, ce qu'il fait déjà en fait, la Russie aidera économiquement, militairement aussi sans doute le territoire et donc de facto, ce sera sûrement une annexion. Alors côté diplomatique, Elena, on l'a entendu, Obama s'est entretenu pendant plus d'1 heure avec Poutine cette nuit. Les Européens se sont réunis en urgence. Hier, on a été coupé avec Elena Volochin. On va essayer de rétablir la liaison. Alors, retour en Israël à présent avec cette loi dont je vous parlais, une loi qui fait débat. Les magasins en Israël sont fermés le Shabbat, mais à Tel Aviv, les habitants souhaitent profiter des commerces. C'est un bras de fer entre la municipalité et la Cour suprême. Regardez.
Faut-il rompre le statu quo ? La Cour suprême israélienne avait ordonné à la mairie de Tel Aviv d'appliquer ces arrêtés ou bien de les adapter. Mais celle-ci a proposé un amendement qui permettrait aux magasins d'ouvrir durant le Shabbat et les jours fériés. Comme son nom l'indique, la ville, qui ne dort jamais, permet désormais aux épiceries et aux kiosques d'ouvrir le samedi, mais impose malgré tout des limitations sur le nombre d'établissements qui peuvent ouvrir dans chaque rue. Nous comptons sur l'ouverture durant le Shabbat. Il y a beaucoup de clients. Une fermeture serait très problématique. Moi, par exemple, je ferme le dimanche parce que j'ai besoin d'un jour de congé. Mais il y a des magasins qui restent ouverts durant toute la semaine. Certains avaient pourtant fait valoir que l'ouverture des supermarchés le samedi violait les dispositions de la loi juive qui prévoit un jour de congé par semaine. À suivre, dans le morning, nous recevrons le playboy de The Voice. Vous savez sans doute de qui il s'agit. Amir donnera dimanche son concert à Tel Aviv. Merci d'être avec nous en plateau du Morning. On poursuit cette édition comme tous les vendredis par l'actualité de la semaine vue et croquée par Michel Kishka. Bonjour Michel. Bonjour Barbara. Merci d'être avec nous. Alors l'actualité de la semaine a été marquée en Israël, du moins par cette visite du Premier ministre Netanyahou aux États-Unis. Alors on va voir tout de suite le dessin que ça vous a inspiré. Vous en avez pensé quoi de cette visite ? Écoutez, c'est d'abord la visite. Elle s'est passée sur fond de ce qui se passe actuellement, justement en Ukraine. C'est un peu la une de l'info depuis déjà plus d'un mois. Et c'est un peu la chance de Bibi Netanyahou, quelque part. Parce que, même quand il était face au IPAC, qui est vraiment l'endroit où il est le plus brillant, avec son anglais parfait, donc c'est là qu'il a la cote de popularité la plus élevée. Alors pendant des années, l'Iran a un peu fait ombre sur le conflit et ça a permis à Netanyahou de continuer à ne pas avancer. Même chose maintenant avec ce qui se passe en Ukraine. Et finalement, vu la situation entre l'Ukraine et les États-Unis maintenant, parce que finalement, Poutine, il fait exactement ce qu'il veut. Au nez, il y a la barbe du monde, de l'ONU et d'Obama lui-même. Et ce n'est pas des conversations avec Obama fâché qui vont faire fléchir Poutine, qui est dans sa logique à lui. Alors je me dis, je vais mettre les deux choses ensemble. Voilà, je vais faire un dessin. Et finalement, j'ai dessiné au coin du feu, dans cette pièce où les conférences de presse sont avec les présidents américains. J'ai fait Obama disant Poutine en Crimée, encore un qui nous emmerde avec des territoires occupés. Parce que c'est vrai, ça fait tellement d'années que les États-Unis sont impliqués dans le processus qui n'avance pas, il faut dire, il faut reconnaître, ici, entre nous et les Palestiniens. Et là maintenant, Poutine, sans une balle tirée, presque pour ainsi dire, s'empare d'une partie de l'Ukraine. Et il n'y a personne qui va l'en déloger. Et les Criméens eux-mêmes et les Ukrainiens eux-mêmes sont absolument déchirés. Et ça, on en a parlé dans les précédentes semaines, déchirés sur la question du rattachement à la Russie et à l'Europe. Mais maintenant, l'Europe, ça a l'air bien cuit pour eux. J'ai l'impression qu'il a vraiment main mise, qu'il est en train de reconstituer quelque chose qui va ressembler à l'ancienne Union soviétique. Il a une doctrine claire pour vous, Poutine ? Ah oui, il a une doctrine très très claire, dans la même mesure où Erdogan avait le rêve de l'ancien Empire ottoman. Mais avec ce qui se passe en Turquie, je n'ai pas l'impression que ça va se faire. J'ai l'impression qu'il est peut-être sur le point de tomber. En tout cas, il devient impopulaire. Les manifestations contre Erdogan se font sentir de plus en plus. Poutine, c'est tout à fait le contraire. Je pense qu'il a été à bonne école au KGB et qu'il sait exactement comment arriver au but. Et le monde ne va rien pouvoir faire. C'est le rêve soviétique qui l'anime encore, Poutine. C'est ce que nous apprend un peu cette crise. À mon avis, oui. Je pense que l'éclatement de l'Union soviétique a montré la faiblesse de la Russie en tant que pays isolé. Et par les méthodes qu'il a, il est en train de renforcer la Russie. Et en faisant des alliances qui finalement vont être une espèce de reconstitution d'un ancien puzzle où finalement les autres États ne vont pas avoir tellement le choix. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine. Il y a toute cette partie, disons, plus libérale de l'Ukraine qui voudrait ressembler aux pays démocratiques européens et occidentaux, mais ils sont apparemment pas suffisamment majoritaires et ça va peut-être pas tenir. Alors, autre titre, Michel, c'était dimanche, Jérusalem, votre ville paralysée par une manifestation géante. Les ultra-orthodoxes en masse dans les rues de la capitale pour s'opposer à l'obligation de faire l'armée. Oui, alors disons pour les auditeurs qui ne sont pas israéliens, il faut quand même rappeler que le fait qu'ils ne fassent pas l'armée a été un espèce de statu quo qui a été admis par Ben Gurion au moment de la création de l'État, où il lui fait comprendre que c'est vrai que la pérennité du peuple juif, elle était quand même due au fait qu'il y avait, malgré la diaspora, cette ferveur et
Et c'est ça qui nous a cimentés comme peuple. Dans la diaspora, c'est la religion. Et finalement, à l'époque, ils étaient très, très minoritaires. Et cette minorité commence à grandir très fort, et ça commence à devenir un vrai problème, d'abord économique et sociétal. Donc, ça fait longtemps qu'il y a un vœu ou un besoin qu'il y ait une mobilisation aussi des orthodoxes, qu'ils soient dans le monde du travail. Mais eux considèrent que la prière et l'équivalence protègent autant le pays que l'armée. Bon, c'est une vision... Vous comprenez leur opposition, leur colère ? Il y a une chose dans leur colère que je comprends, c'est que le fait que maintenant ne pas s'enrôler les met hors la loi, donc pour eux considèrent que finalement être juif religieux orthodoxe pratiquant, ça va devenir hors la loi. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'interprètent, et c'est un peu grâce à ça qu'ils sont parvenus à mobiliser la rue orthodoxe. Et moi, bon, pour m'amuser un peu de cette information, vous savez, il y a une loi, c'est vrai. Bon, Yair Lapid a tenu sa parole, ce qui était un peu son projet électoral, de faire voter une loi du service militaire obligatoire pour les orthodoxes. À mon avis, ça ne va pas se faire. Ou alors, ça va continuer à se faire comme ça se fait maintenant, c'est-à-dire progressivement. Il y a une volonté de la part de certains orthodoxes qui sont plus ouverts sur le monde, qui sont liés à Internet et qui veulent améliorer leurs conditions économiques, qui veulent aller à l'armée. Alors pour le moment, ils sont un peu au banc de leur propre société, mais petit à petit, ça va devenir normal. Donc ce n'est pas avec une loi et avec des muscles qu'on va y arriver. Il y a un processus naturel qui se fait, et il y aura toujours des réfractaires, et il y aura toujours des gens prêts à s'ouvrir. Alors, la semaine a également été marquée, tristement cette fois, par la disparition du grand cinéaste Alain Resnais. Oui, c'est vrai. Et j'ai tenu à lui rendre hommage, parce qu'il a quand même été un personnage absolument atypique dans l'histoire du cinéma en général et du cinéma français. Vous savez, moi je me souviens, mon souvenir personnel que j'ai, c'est que quand la Cinémathèque s'est ouverte à Jérusalem, et j'étais à l'époque étudiant aux Beaux-Arts à Jérusalem, le premier film qui a été projeté, et c'était un vendredi soir, un Shabbat soir, et c'était un acte fort de la part de la Cinémathèque, c'était Hiroshima mon amour. Et je suis allé le voir, j'avais 20 ans et des poussières, et j'ai gardé un excellent souvenir. Et puis, au cours des années, j'ai vu des films comme Providence, qui m'a beaucoup marqué. Et puis, les derniers films qu'il a fait, qui étaient des musicals plus légers, avec une troupe d'acteurs extraordinaires. Et je me dis quand même, un homme qui, à l'âge de 92 ans, avait gardé ce même esprit, un peu frondeur par rapport au cinéma, nouvelle vague, en tout cas nouveau cinéma, et être parvenu à être tellement aussi populaire dans le monde. Il a fait des films aussi très engagés, parce que Nuit et brouillard, c'est pas un film anodin, et c'est un film qu'il a fait dans les années 50, et il en a fait beaucoup d'autres aussi. On va pas refaire toute sa filmographie, mais moi, un personnage comme ça qui disparaît, si j'ai pas eu l'occasion de le dessiner pendant ma carrière de dessinateur, je me dis tiens, maintenant je lui rends un dernier hommage. C'est une patte, un style cinématographique différent qu'on retiendra dans l'histoire du cinéma français. Et l'été dernier à Marienbad et beaucoup d'autres encore, plus un film qui sort à Cannes, qui est le dernier film qu'il a tourné et qui a été monté un peu avant son décès. C'est pour ça que je le fais un peu tirer la langue, en disant voilà, un peu comme cette fameuse photo d'Einstein, dont on se souvient, qui tire aussi la langue. Voilà, un petit clin d'œil. Et on termine, Michel, par un événement à venir. Ce sera demain. Demain. Comme tous les 8 mars, chaque année, c'est la Journée internationale de la femme. Voilà, la Journée internationale de la femme. D'abord, c'est l'occasion pour les machos de parler des femmes. Que vous n'êtes pas, Michel, évidemment, un grand féministe. Je me bats contre le penchant naturel de tous les hommes, et moi y compris. Et en fait, Ban Ki-moon a décidé que la phrase, ou en tout cas le slogan, va être « l'égalité pour les femmes, c'est le progrès ». Donc je l'ai décomposé, cette phrase, en plusieurs personnages, en dessinant l'évolution, en montrant que finalement, la phase la plus évoluée de l'homme, c'est la femme. Et ça, il y a quand même de plus en plus d'hommes qui le reconnaissent, mais disons que quand même la question de l'égalité des femmes, et qui est l'égalité des salaires et l'égalité des chances, etc., elle n'est pas encore acquise, que ce soit dans les pays démocratiques et absolument éclairés, et que ce soit dans les régimes les plus sombres. C'est pas du tout une évidence. On n'oublie pas les violences non plus faites aux femmes. Plus les violences faites aux femmes, absolument. Et j'ai regardé hier soir un documentaire affligeant et terrible sur le site du Monde, sur le viol comme arme de guerre en Syrie du régime de Bachar el-Assad contre des femmes, et qui est une chose dont on a même honte de parler là-bas, évidemment. Donc, disons, c'est loin d'être gagné, mais quand même, ça gagne du terrain progressivement, mais c'est toujours un espèce de tango où on peut faire 2 pas en avant et puis aussi 2 pas en arrière, parce qu'il y a toujours des combats à mener. Et il y a des parités qui s'imposent, notamment dans le gouvernement Hollande. C'est une des bonnes choses qu'Hollande a fait.
Mais c'est vrai que quand on regarde les gouvernements, quand on regarde les décideurs, c'est pas encore gagné. Par contre, je pense qu'à I-24, moi j'ai des équipes très féminines et c'est un grand plaisir de travailler avec toutes. Voilà, qui est dit. Merci beaucoup Michel Kichke. On se retrouve avec grand plaisir vendredi prochain. D'accord. Nous sommes le vendredi 7 mars, voici les grands titres à la une de l'actualité. Les renseignements israéliens l'affirment avec certitude. L'Iran est derrière la tentative avortée de contrebande d'armes à destination de Gaza. Les gardiens de la révolution et en particulier son élite de la force Quds auraient signé l'opération. Le commandant des renseignements militaires de Tsahal a souligné qu'Israël bénéficiait de preuves solides qui incriminent les Iraniens dans cette affaire. Européens et Américains tentent de trouver une sortie de crise en Ukraine. Depuis Bruxelles, c'est un ultimatum qui a été lancé hier à la Russie, l'exhortant à négocier sans délai une sortie de crise sous peine d'être frappé par des sanctions de plus en plus dures. Barack Obama, de son côté, s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine cette nuit pendant plus d'une heure. Il a tenté de le convaincre d'accepter une issue diplomatique à la crise. Enfin, à noter qu'en Turquie, le Premier ministre Erdogan menace. Il fera interdire YouTube et Facebook dans son pays après les élections municipales du 30 mars. Je vous rappelle qu'il est empêtré dans un scandale politico-financier en partie révélé par des conversations téléphoniques publiées sur Internet, justement. Et j'ai le plaisir à présent d'accueillir sur le plateau du Morning Amir, bonjour, merci d'être avec nous. Alors on ne vous présente plus, hein. Tous nos téléspectateurs vous reconnaissent. Vous êtes le candidat très remarqué de l'émission The Voice qui bat son plein en ce moment en France. Merci d'être avec nous. Merci. Et Joachim Amsalem, bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes là tous les deux aujourd'hui pour nous parler d'un concert qui aura lieu ce dimanche à Tel Aviv. Alors vous chanterez pour une association créée par vous, Joachim. Ça s'appelle Meouchadim, unis en hébreu, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une association qui a été créée par deux copains de Tel Aviv il y a de ça à peu près 1 an et demi. Et je vois leur évolution depuis le départ, une évolution fantastique. Ils font énormément de belles actions pour les enfants défavorisés en Israël. Et quand on m'a proposé, il y a 2 semaines de ça, de participer au gala de charité, j'ai tout de suite répondu présent parce que pour moi c'était un accomplissement. Je pouvais profiter de cette belle notoriété qui est venue avec The Voice pour aider une association que je tiens à cœur, qui me tient à cœur, pardon. Et voilà, c'était une occasion à saisir, donc j'ai vraiment l'honneur de chanter pour eux dimanche. Alors Joachim, qu'est-ce que cette association fait exactement pour les enfants? Alors elle a été créée au moment il y a presque 1 an et demi, quand on recevait des missiles sur la tête dans tout le pays. Depuis la bande de Gaza sur Exactement. Israël. Et mon ancien colocataire, très ami avec Amir, Michael Toledano, était à Ashkelon un week-end et il m'a dit, tu sais, je suis monté voir mes voisins donner des glaces et les enfants n'en peuvent plus. Ils sont 1 semaine encastrés, etc. Donc on a décidé, comme on est ancien mouvement de jeunesse aussi en France, on a décidé d'organiser une journée pour aller les voir. Et de là, on a commencé à en parler. Et en 1 semaine, on a créé un boom médiatique parce que les Français, entre guillemets, n'ont pas de support assez important pour pouvoir aider à leur façon. Et donc nous, on a ces moyens-là, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, d'utiliser ces réseaux pour faire venir de l'argent de France en Israël. Et donc on a organisé une grande journée à Ashdod où 250 enfants ont pu jouer de mini-golf, etc. Et on a continué cette action tout le long de l'année. On est passé par Purim, par Netivot, par Sderot. On a donné 250 cartables au début d'année, au mois de juillet l'année dernière. On a organisé l'année dernière Purim à Sderot où on a loué une Mitzrakia, c'est un grand espace de jeu pour 500 enfants qui sont venus. Et Amir, un très bon ami de Michael, nous suit comme il vous l'a dit et il nous a dit je veux chanter pour eux, je veux vous aider à faire quelque chose. C'est un concert, hein, un gala de charité. De récolter de l'argent. Exactement. Pour aider Donc il y a d'autres artistes aussi qui viennent participer comme Maurice El Medioni. Nous avons 2 humoristes qui sont venus aussi se greffer, un groupe très bon, Omri et The White Willow aussi qui vont venir. Et donc on attend vraiment beaucoup de monde pour pouvoir ensuite engranger
beaucoup plus d'actions. Pour les enfants, on est tous très touchés par ça. C'est pour les enfants qui sont visés sous la menace des missiles ou vous élargissez votre campagne à tous les enfants défavorisés? Pour l'instant, nous sommes restés dans le sud parce que quand on touche à un problème, on voit qu'il y a beaucoup à faire. Donc pour l'instant, on reste visé sur ça, ça nous touche à cœur. Bien sûr, si un jour on entend des enfants qui sont dans le besoin, bien sûr, dans tout Israël, mais où la guerre se passe dans le nord, ou etc., on ira dans le nord. Quelle est la situation de ces enfants? Expliquez aux téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément le quotidien de ces enfants menacés. Déjà, c'est des villages qui sont en mode pas ghetto, mais c'est vraiment des familles qui souffrent. Et ils sont déjà beaucoup par famille, donc ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir le même luxe que si on avait 2 ou 3 enfants. Et donc on essaye d'apporter à certaines familles du réconfort. On a subventionné aussi des Brit Milot, qui sont la circoncision. Vous les aidez on les aide financièrement. Financièrement, quand on peut, on se fait solliciter, on essaye de répondre présent. Alors Amir, un mot de The Voice quand même. Demain, c'est les fameuses battles. Est-ce que vous êtes confiant? C'est dur à dire parce que ça a déjà été tourné, donc je connais le résultat. Vous pouvez rien nous révéler ce matin? Je ne peux rien révéler, à part le titre de la chanson. De toute façon, le site de l'émission a déjà dévoilé. Ça va être Radioactive. Un titre en anglais, rock, etc. Contre François Lachance, qui est un autre candidat venant du Québec. C'était pas facile, mais j'en dirai pas plus. J'espère juste que les gens ne vont pas attendre de me voir dans les battles et de se décider s'ils viennent au concert ou pas. Parce que vraiment, la cause, elle est grande. Et puis, on est tous venus bénévolement pour aider. Je pense que c'est surtout mon dernier concert avant d'aller faire une tournée en France. Je quitte Tel Aviv et j'ai envie de dire au revoir convenablement au public. C'est dimanche soir. Bonne chance en tout cas pour The Voice. On se retrouve après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. On poursuit par l'actu sur Internet, c'est la revue du web. Rudy, on commence ce matin par une vidéo virale qui rappelle un conflit meurtrier dont on parle de moins en moins. Oui, le 15 mars prochain marquera les 3 ans du déclenchement du conflit syrien, un pays désormais dans l'impasse et ravagé par une véritable guerre civile. Et vous l'avez dit, l'attention des médias et des politiques et donc de l'opinion internationale ces temps-ci est beaucoup moins portée sur ce qui se passe du côté de Homs ou de Damas. Pourtant, ce conflit a fait à ce jour 130 000 morts, dont 11 000 enfants. Et pour faire une sorte de piqûre de rappel à l'opinion publique, une ONG britannique, Save the Children, a frappé fort avec un film qui plonge une jeune Britannique de 11 ans dans le quotidien d'un enfant syrien avec ce titre. C'est pas parce que ça n'a pas lieu ici que ça n'existe pas. Une vidéo très bien faite qui comptabilise près de 10 millions de vues en 2 jours. Je vous invite à la regarder. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Hello. Have you done your homework? Ada. For a general strike. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with live ammunition against. Deserve to get shot. Air strikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Go. Heavy fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Le drame de ces enfants syriens, c'est absolument tragique. Absolument, une vidéo qui a fait 10 millions de vues en 2 jours, c'est-à-dire qu'elle a vraiment touché le cœur des internautes et c'est vrai qu'elle est poignante et surtout très bien faite. Ouais, c'est bien fait, c'est intelligent. Alors, la diplomatie, on l'a dit, est évidemment beaucoup plus portée cette dernière semaine par la crise en Ukraine. Chacun montre sa préoccupation et parfois un peu trop. Oui, alors c'est le bad buzz politique du jour. Il nous vient du compte Twitter de David Cameron, le Premier ministre britannique, qui s'est essayé à la fausse
photos de chefs de gouvernement très préoccupés, passant un coup de fil à Barack Obama à propos de la Russie. Alors, regardez le sous-titre, je me suis entretenu avec le président Obama sur la situation en Ukraine. Nous sommes unis dans la condamnation des actes de la Russie. Alors, ce genre de photo est un grand classique, sauf que la diffuser sur Twitter n'est pas sans risque et c'est évidemment un flot de parodies qui ont déferlé sur le Twitter anglais. On voit ce tweetos se préoccuper par son brossage de dents plutôt. Et Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, c'est un célèbre comédien britannique, s'est lui aussi laissé aller à l'exercice. Tout est bon pour faire acte de téléphone, notamment une banane, pourquoi pas. Et qui dit bad buzz dit produit dérivé, même fictif. Alors comme ce Dream Phone que vous allez voir, où David, non, on ne le voit pas, où David peut savoir de qui il est amoureux. Voilà, le Dream Phone, où il peut savoir de qui est amoureux de lui, Barack ou même François, pourquoi pas. Pas gentil de s'en prendre comme ça à David. Mais c'est risqué, ouais, quand vous mettez une photo comme ça de communication, vous savez très bien qu'il y a toujours un retour de flamme sur Internet. Allez, on parle de Mardi Gras, c'est cette semaine, le carnaval également, et le web a mis à l'honneur un super papa. Ouais, alors à Rio et ailleurs cette semaine, c'était le carnaval, et qui dit carnaval dit déguisement. Et ce papa américain n'a pas attendu l'occasion pour enfiler les tenues les plus folles, et ce, tous les matins pour dire au revoir à son fils au moment où il prenait son bus scolaire. Donc ça dure depuis 2010. Ce sont plus de 200 costumes portés, de la petite sirène à Super Mario, tout y passe. Le tout compilé dans une vidéo buzz. Ça va très vite, on regarde. Ah, c'est très drôle. Voilà, notez que c'est le week-end prochain que les Israéliens se déguiseront à leur tour à l'occasion des fêtes de Purim. Il va sans dire que j'attends de voir votre déguisement avec impatience et je ne parle même pas du déguisement de Virginie Khalifa. Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Évidemment. Et malheureusement de voir. Et de voir aussi, on espère. Rudy, on termine avec le retraité qui défie Hollywood. Oui, alors c'était évidemment un des grands événements de la semaine, ce record absolu de partage pour le selfie historique des Oscars. Alors je le rappelle, 3,3 millions de partages. Quelques chiffres, 20 millions de dollars de contrats en fait, entre Samsung et les Oscars qui comprenaient la diffusion de spots de pub classiques, un partenariat de sponsoring et donc l'apparition régulière de smartphones et tablettes lors de la cérémonie. À noter que Samsung a été bon joueur et une fois le buzz révélé et donc le contrat révélé, a décidé de reverser $1 par retweet à une association, ce qui fait quand même une belle somme. Alors l'image est donc devenue un phénomène, de nombreuses parodies que vous pouvez voir qui sont apparues sur le net pendant toute la semaine. Vous avez des Lego, vous avez même Grumpy, vous avez la version Virginie Khalifa. Non mais c'est vrai, c'est même pas moi qui l'ai fabriqué celle-là. Et Terry Shipman, un retraité texan tout fraîchement inscrit sur Twitter, il connaît à peine le réseau. Il s'est mis en tête de battre le record, ce record-là avec cette photo de lui qu'on va voir, lui et ses deux chiens, voilà, tout simplement. Et il a dit voilà, est-ce qu'on allez, voyons ensemble si on peut battre le record des Oscars. Résultat, on en est à 155 000 retweets ce matin. On est un peu loin, des Oscars, mais c'est une belle initiative quand même. Merci beaucoup Rudy. Merci à vous. Vous êtes sur i24 News, nous sommes le vendredi 7 mars. Voici les grands titres de l'actualité. Les renseignements israéliens l'affirment avec certitude. L'Iran est derrière la tentative avortée de contrebande d'armes à destination de Gaza. Les gardiens de la révolution et en particulier son élite de la force Quds auraient signé l'opération. Le commandant des renseignements militaires de Tsahal a souligné qu'Israël bénéficiait de preuves solides qui incriminent les Iraniens dans cette affaire. Européens et Américains tentent de trouver une sortie de crise en Ukraine. Depuis Bruxelles, c'est un ultimatum qui a été lancé hier à la Russie, l'exhortant à négocier sans délai une sortie de crise sous peine d'être frappé par des sanctions de plus en plus dures. Barack Obama, de son côté, s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine cette nuit pendant plus d'une heure. Il a tenté, lui aussi, de le convaincre d'accepter une issue diplomatique à la crise. Enfin, notez qu'en Turquie, le Premier ministre Erdogan menace. Il fera interdire YouTube et Facebook dans son pays après les élections municipales du 30 mars. Je vous rappelle qu'il est empêtré dans un scandale politico-financier, en partie révélé par des conversations téléphoniques publiées justement sur Internet. La
Afrique au menu également ce matin, comme tous les vendredis avec vous, Laura Duhamel, bonjour. Merci d'être là et on parle ce matin d'art africain contemporain et de sa place dans le monde. Exactement, alors petite précision pour démarrer, mais jamais superflue, l'art contemporain c'est quoi? C'est l'art qui est produit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour vous parler d'art africain contemporain, je vais partir d'un film. Ce film s'appelle Les statues meurent aussi, il est signé Chris Marker et Alain Resnais. Resnais, ce grand réalisateur qui vient de nous quitter. Et pour faire ce film, eh bien, Marker et Resnais partent d'une simple interrogation. Pourquoi l'art nègre se trouve-t-il au Musée de l'Homme alors que l'art grec ou égyptien se trouve, eux, au Louvre? Et ce film, conséquence, a été censuré. Censuré. Alors, il a été censuré pour des motifs qui sont assez flous. Il faut savoir que quand le film sort, nous sommes en 1953. 1953, c'est la veille de la guerre d'Algérie. La décolonisation semble inéluctable. Et à travers la question de l'art, eh bien, ce film dénonce ouvertement le discours colonialiste de l'époque. Discours qui considérait les Africains comme des êtres primaires et leur art, évidemment, comme du folklore. Alors, on parle de ce film. On y voit quoi ? Alors, c'est un film qui est en noir et blanc. On entend une voix off, masculine, très austère. Cette voix mystérieuse explique pourquoi, comment les Blancs imposent leur mode de vie à la communauté africaine. Et pendant 30 minutes, le film nous emmène du Musée de l'Homme de Paris à divers villages africains. C'est un documentaire qui est intense, très lent. Même la musique joue un rôle particulier, créant parfois une atmosphère de transe. Mais comme la meilleure description d'un film, ce n'est pas d'en parler, c'est de le regarder. Voici un extrait. Attention, je rappelle une nouvelle fois qu'il date de 1953. Soyez avertis. L'art nègre. Nous le regardons comme s'il trouvait sa raison d'être dans le plaisir qu'il nous donne. Les intentions du nègre qu'il crée, les émotions du nègre qu'il regarde, cela nous échappe. Parce qu'elles sont écrites dans le bois, nous prenons leurs pensées pour des statues. Et nous trouvons du pittoresque là où un membre de la communauté noire voit le visage d'une culture. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de l'art africain et de sa place en Occident ? Alors l'art africain contemporain, il manque encore de visibilité, mais quand même, de nombreux musées s'ouvrent à l'art africain, comme le Centre Pompidou à Paris. Et puis Londres a aussi accueilli en novembre la première foire d'art contemporain à l'extérieur du continent. Et notamment grâce à la croissance économique actuelle en Afrique, eh bien, c'est un art qui gagne sa place sur la scène internationale. Pour preuve d'ailleurs, des œuvres du sculpteur ghanéen El Anatsui se sont arrachées dernièrement pour, tenez-vous bien, pas moins d'1 million d'euros. Et puis, autre événement notable, Ousmane Sow. Alors Ousmane Sow, c'est qui ? C'est un sculpteur sénégalais qui a été le premier noir à être entré à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. C'était le 11 décembre dernier, mieux vaut tard que jamais. Alors, une vraie question qu'on peut se poser, est-ce que l'art africain dépend forcément de ses relais occidentaux ou est-ce qu'il peut compter sur son existence sur le continent africain finalement ? Alors c'est une vraie question parce que jusqu'il y a peu, le seul moyen de voir des œuvres africaines, eh bien, c'était de se déplacer dans des structures occidentales. Mais aujourd'hui, les gouvernements africains investissent plus dans l'art. Il existe des festivals d'art africains comme l'incontournable Dakar. Et puis il faut souligner surtout cette année l'ouverture au Bénin du premier musée d'art contemporain en Afrique. Alors évidemment, quand on sait qu'il y a 53 pays en Afrique, un seul musée d'art contemporain, c'est peu, mais c'est un beau début, comme le montre ce reportage de l'AFP. Autrefois, la petite ville côtière de Ouidah, au Bénin, était tristement célèbre pour le trafic d'esclaves. Aujourd'hui, elle abrite le premier musée d'art contemporain d'Afrique. Les œuvres de 14 grands artistes africains sont exposées dans la villa Adjavon, construite en 1922 et entièrement rénovée. Des sculptures de l'Éthiopien Michael Bet Selassie, des autoportraits du photographe camerouno-nigérian Samuel Fosso et des dessins de l'Ivoirien Frédéric Brully-Boisbré côtoient les masques du jeune artiste béninois Kifoli Dossou. L'artiste béninois Gérard Kennom, surtout connu à l'étranger pour ses sculptures faites à partir de poupées, expose ses tableaux à la Fondation en ce moment. Pour lui, le musée de Ouidah est la plateforme qui manquait aux artistes africains sur leur continent. On a souvent montré nos travaux à l'extérieur, vous voyez, dans des musées, dans des galeries très importants. Mais pour moi, c'est très important aussi de montrer ce que nous faisons aussi en Afrique. 3 mois après son ouverture, le musée de Ouidah, qui a accueilli 13 000 visiteurs, commence à voir arriver des touristes étrangers,
du Nigeria et du Togo voisins, mais aussi d'Europe et des États-Unis. Ça vous plaît, Rudy, l'art africain contemporain ? C'est à découvrir. Et, non, mais c'est ce que vous avez dit en début de chronique, c'est effectivement assez frappant le fait d'avoir l'art grec au Louvre et d'avoir l'art africain au Musée de l'Homme. C'est assez intéressant, mais je pense que beaucoup de choses sont faites, notamment en France, pour réhabiliter l'art africain. C'est quoi ? C'est du racisme primaire, ce réflexe, une mentalité post-colonialiste ? Je crois que c'est surtout une méconnaissance. On a beaucoup résumé l'art africain à un art religieux, un art ethnique, alors qu'en réalité, il existe un vrai art contemporain, nouveau, qui est en train de se créer, qui fait beaucoup à partir de récupération. Évidemment, en Afrique, il y a assez peu de moyens, finalement, qui sont donnés aux artistes. Et c'est donc des artistes qui récupèrent divers objets un peu partout. Il y a un artiste, notamment Gérard Kenum, qui, lui, fait des poupées. Et à travers ces poupées qui sont faites de récupération, en fait, il essaye justement de parler de cette souffrance africaine, notamment des enfants africains. Et c'est un artiste, d'ailleurs, qui traverse les frontières du continent africain et qui est très connu en Occident. Est-ce qu'on peut dire que c'est un art avant tout engagé politiquement en Afrique ? Je crois que l'art est de toute façon engagé, qu'il soit africain ou occidental. C'est un art qui parle de l'Afrique, ça c'est vrai, qui est en particulier mais qui est encore méconnu. Un seul musée d'art africain en Afrique, c'est vraiment très peu, et j'espère qu'avec l'ouverture de ce musée, d'autres musées vont s'ouvrir ailleurs, que les festivals comme le festival Dakar, qui va se tenir d'ailleurs en mai, de mai à juin de cette année, va attirer de plus en plus de visiteurs, et surtout de visiteurs de l'Occident. Voilà, les critiques culturelles d'Occident s'intéressent de plus en plus à l'art africain ? Oui, de plus en plus. Comme je vous disais, il y a eu des artistes qui sont passés, justement, qui ont été vus à cette foire internationale de Londres et qui vraiment ont vu leurs œuvres vendues à plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est vraiment énorme sur le marché d'art. Et c'est lié notamment... Très beau, les images que vous nous avez montrées là, c'est absolument magnifique. C'est vraiment très joli. Puis c'est un art... c'est-à-dire qu'en fait, la visibilité de l'art africain, elle est en train d'émerger, notamment parce que l'Afrique est en pleine croissance économique. Et ça, sur le marché de l'art, c'est un phénomène important. Ouais, ça va souvent de pair. Merci beaucoup, Merci. Laura, d'être venue nous en parler. Merci beaucoup. Rudy, à suivre dans le Morning, on ira à la découverte du Bulletproof Coffee. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le Bulletproof Coffee. Vous en avez entendu parler ? Ah oui, c'est le café qui revigore, c'est ça ? C'est ça, c'est le café qui revigore. C'est la grande tendance aux États-Unis. C'est un café, on le boit avec de l'huile et du beurre. Ce qui paraît, c'est efficace. Ça n'a pas l'air terrible, mais c'est très efficace. On comprendra pourquoi et toutes les raisons de le faire après un nouveau journal. C'est un peu comme les tartines au beurre dans le café, finalement. Hein. Très bien. Bon, je reviens à 10h pour en boire. Voilà, on parlera du Bulletproof Coffee après un nouveau journal. Peut nous aider au morning. Restez avec nous. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. Et comme tous les vendredis, on parle culture avec vous, Marie Sheikh. Bonjour, merci d'être là. Alors demain, c'est la journée internationale de la femme. Alors une chronique d'art consacrée à 100% aujourd'hui aux femmes, avec une expo qui se tient en ce moment à Haïfa. Ça s'appelle The Dinner Party. Voilà, ça ouvre demain soir au musée de Haïfa et c'est un hommage à Judy Chicago, qui est née avec un nom assez juif, Shlomo, Shoshana, quelque chose, et en Amérique, et qui a depuis son jeune âge a senti en elle vibrer ce côté féminisme, et elle a décidé, à part le fait de devenir une artiste, elle a décidé de créer une œuvre capitale de sa vie qui s'appelle The Dinner Party, où elle a créé pendant 4 ans, on voit des photos, elle a créé pendant 4 ans 3 angles d'une grande table. Dans chaque table, il y a 13 invités, comme le Last Supper de Jésus. Et ce sont tous des hommages faits, créés, brodés, céramiqués d'œuvres de femmes. Et donc pendant 4 ans, il y a eu 400 personnes qui ont participé. 400 femmes à ce dinner party qui est devenu une œuvre colossale, féministe, disant oui, on n'a pas honte de broder, on n'a pas honte de faire de low art, on veut se montrer. Et puis c'est devenu une table absolument, depuis, il y a eu 999 noms brodés sur cette nappe, et c'est un musée féministe à Brooklyn qui a adopté la pièce Forever. Et le musée de Haïfa décide demain, en honoring la journée de la femme, d'inviter 40
artistes israéliennes qui font hommage à Judy Chicago. Judy Chicago, qui n'est plus parmi nous. Non, elle est toujours parmi nous. Eh ben, bon, oui, excusez-moi, longue vie à elle. oui, voilà. Elle est née en 39, elle vit toujours. Elle est très fière de son impact. Elle ne croyait pas qu'elle allait devenir un symbole. Et elle se rendra à Haïfa pour cette exposition? Non, parce que l'œuvre a été présentée dans le monde entier et il y a eu plus d'1 million de spectateurs pour ce travail. Donc vraiment, le féminisme bouge un peu les choses. Donc à Haïfa, à partir de demain, on va avoir quelques artistes importantes qui ont réagi. Dès qu'on parle féminisme aux femmes, aujourd'hui, ça fait tout bouger. Et voilà, j'aimerais bien... Voilà, alors on a Tal Shohat, une photographe. Et oui, ça passe vite. Et là, il y a une artiste qui fait hommage au travail de sa mère qui nettoyait les parterres. Imaginez-vous, alors elle a pris des gants jaunes et elle fait hommage comme un soleil, comme un tournesol, rendre le lourd travail de sa mère comme une œuvre d'art. C'est une artiste qui s'appelle Vered Nissim. Donc chaque artiste a choisi la personne qu'elle préférait au monde. Ça, c'est Sigalit Landau qui a pris une sorte de corset et qui est imbibé de sel de la mer morte. Et puis, il y a Tal Shohat, la même Tal Shohat, qui a décidé de consacrer ses œuvres à une artiste iranienne, une écrivain qui a été... pas admise dans son pays. Elle a pris les chansons iraniennes, elle a fait hommage à travers la photographie. Et là, nous voyons l'orientalisme en toute sa splendeur. Un très beau corps d'une jolie femme qui cache évidemment ses parties intimes avec des citrons si typiques à l'Orient. Et c'est très sensuel, c'est très coloré, c'est très... voilà, on est ce qu'on est, vous nous voyez. Alors pour qu'on comprenne bien, ce sont des artistes qui ont choisi de rendre hommage à d'autres artistes. Tout à fait, on est dans la référence de la référence. Ouais. C'est des mises en abîme perpétuelles. Pourquoi? Parce que c'est en fait la femme, et puisque Judy Chicago devient une référence, et que nous, on veut réagir à Judy Chicago, on demande à chaque artiste quelle est sa référence. Et voilà, là, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la même Tal Shohat qui fait un hommage à cette fameuse écrivain iranienne qui s'appelle, je ne sais pas si on la connaît, Forough Farkhziad. Et donc, hommage sur hommage sur hommage, mais c'est bien, c'est pour renforcer la féminité, je dirais, pour renforcer la création féminine. Les choses n'ont pas vraiment changé, un petit peu. Dans les musées, on dit qu'on est, je ne sais pas, 80% d'hommes encore et 20% de femmes. Dans l'art contemporain aussi? Dans l'art contemporain surtout. Et en Israël? En Israël, ça avance, ça évolue beaucoup, mais on n'est pas mezzo-mezzo, ni dans nos salaires, ni dans notre participation. On n'en est pas encore là. J'espère dans 10 ans qu'on sera sur le même plateau et je vous dirais que c'est 50-50. Voilà, même moins, on dit 5 oui, ans. C'est comme la paix. Hein, c'est comme la paix. Alors, vous avez choisi également de nous parler ce matin d'une autre artiste qui figure dans ce dinner party. Elle est israélienne, elle s'appelle Orly Mayberg et elle est peintre. Elle est peintre depuis qu'elle est née. Elle est peintre de la mer, elle est peintre de l'eau. Elle-même, une grande nageuse, tous les jours, elle est à la mer 365 jours, même quand elle est malade, elle y va. Et donc, elle fait la réverbération de la Méditerranée, je dirais, l'eau, les vagues, comme un état d'âme. Et dans ce travail elle a choisi Rembrandt. Rembrandt a choisi de peindre, sa maîtresse, Hendrike Stoffels, en 1626, qui se lave dans le fleuve. C'était la bonne de la maison, et quand sa femme est morte, elle est devenue sa maîtresse. Il n'a jamais voulu se marier avec elle pour ne pas partager ses fonds, mais c'est quand même elle et son fils à Rembrandt qui lèguera la succession de Rembrandt. Donc elle est très féminine, on est dans l'eau, et on voit qu'il y a un regard très admiratrice de Rembrandt, et Orly Mayberg, notre chère artiste, peint vis-à-vis de ce travail. Voilà, alors c'est là, c'est une autre palette, c'est une autre époque, mais là il y a tout un groupe de femmes habillées, je ne sais pas si vous voyez, elles sont habillées parce que Orly peint la Méditerranée, et elle choisit de peindre des groupes de femmes qui sont ou musulmanes ou très religieuses, qui elles n'enlèvent pas leurs habits. Donc on voit la réflexion de femmes qui sont limitées en fait dans la marginalité de la société, et elle a rendu cette féminité à la Rembrandt, elle a rendu comme un travail impressionniste, je dirais, des touches de couleurs minimales, mais où il donne, regardez, il y a une force extraordinaire. La réverbération, c'est le point fort de Orly, qui montrera tous ses travaux donc parmi les 40 autres demain, et qui a un très beau studio d'ailleurs à Yafo. Et c'est jamais vraiment précis, c'est comme si
C'était comme un coup de foudre, ces tableaux de notre artiste. Voilà. Elle ne peint que des états d'âme, surtout de l'eau. L'année dernière, elle a même été à Galilée. Elle a peint, vous savez, on fait tous les ans, on se bat dans le Galilée, je ne sais pas combien de kilomètres. Elle a été là-bas sur un bateau, elle en a fait une sorte de radeau de la Méduse. Et que des femmes, elle peint ? Oui, très souvent des femmes. Il y a une sorte de solitude dans son art, il y a une mélancolie, il y a toute son histoire que je ne vais pas raconter là, mais qui est worth to know. Et donc, il y a quelque chose de très symbolique, je dirais, mais très impressionniste, très tachiste. C'est vraiment un peu comme les impressionnistes qui étaient sortis de leur studio pour s'imbiber de ce qu'ils voyaient et faire des taches de leur impression comme ça. Elle réagit, en fait, c'est un travail politique si on y pense. C'est-à-dire qu'elle peint les gens qui ne peuvent pas se découvrir. C'est pas vraiment un féminisme. Elle veut montrer qu'on est quand même... Et puis c'est très d'actualité. C'est très d'actualité. Oui, c'est les deux côtés qui forment aussi ce pays, les musulmans et les religieux. C'est waouh. À travers la peinture, je trouve que c'est très important de réagir là où on vit et de faire refléter ça par l'art. C'est magnifique, c'est juste un grand talent. Voilà, elle sera représentée donc dans cette dinner party à Haïfa. Qui ouvre demain jusqu'au début juillet. Vous avez le temps d'y aller. De demain jusqu'à début juillet. Merci beaucoup Marie, restez avec nous. Merci. Nous sommes le vendredi 7 mars. Voici les grands titres de l'actualité. Les renseignements israéliens l'affirment avec certitude. L'Iran est derrière la tentative avortée de contrebande d'armes à destination de Gaza. Les gardiens de la révolution et en particulier son élite de la force Quds aurait signé l'opération. Le commandant des renseignements militaires de Tsahal a souligné qu'Israël bénéficiait de preuves solides qui incriminent les Iraniens dans cette affaire. Européens et Américains tentent de trouver une sortie de crise en Ukraine depuis Bruxelles. C'est un ultimatum qui a été lancé hier à la Russie, l'exhortant à négocier sans délai une sortie de crise sous peine d'être frappé par des sanctions de plus en plus dures. Barack Obama, de son côté, s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine cette nuit pendant plus d'une heure. Il a tenté de le convaincre d'accepter une issue diplomatique à la crise. Enfin, à noter qu'en Turquie, le Premier ministre Erdogan menace. Il fera interdire YouTube et Facebook dans son pays après les élections municipales du 30 mars. Je vous rappelle qu'il est empêtré dans un scandale politico-financier, en partie révélé par des conversations téléphoniques publiées sur Internet, justement. Il est l'heure de notre chronique consommation et tendance avec vous, Johan Waki. Bonjour. Bonjour, Barbara. Alors, vous nous présentez ce matin la dernière tendance qui fait fureur à Los Angeles. Et ça s'appelle... Le Bulletproof Coffee. Voilà, on parle de café. On parle de café. Alors, Bulletproof Coffee, ça se traduit littéralement en français par le café par balle. Pourquoi café par balle? Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, si vous avez idée de ce qu'on peut mettre dans ce café. Pas du tout. Pas du tout. Eh ben là, c'est plutôt original. En fait, on ajoute du beurre et des huiles. Alors, du café, du beurre, des huiles. C'est pas vraiment appétissant, mais je vous donne quelques bienfaits du Bulletproof Coffee tel qu'il est revendiqué. Alors, le Bulletproof Coffee est un anti-coupe-faim, un anti-coupe fringale, on va dire, de 11 heures. Et plusieurs témoignages parlent aussi d'une capacité à stimuler la concentration, ou également, on parle de l'effet d'une prolongation de l'effet énergisant de ce café. Voilà, donc un café qui permettrait d'avoir de la pêche plus longtemps. D'accord, bon, c'est bon? Non. Alors non, j'ai pas testé. Je vais être honnête, j'ai pas testé. J'ai pas été très tenté. C'est pas très appétissant. Par contre, les bienfaits sont nombreux encore une fois. Et le créateur qui est à l'origine, parce que c'est un homme, un Américain de Los Angeles qui est à l'origine de ce café, nous parle de beaucoup de bienfaits, de toute une logique, de toute une philosophie d'entretien du corps, de l'esprit, de l'énergie. Je vous laisse découvrir ces quelques paroles. On en parle juste après. Bulletproof coffee is made with three things, only three. The first one is upgraded coffee beans. These are coffee beans that I make with a different process before they're even put in a roasting facility. And we do that to make beans that increase the way you can think. They increase energy and they don't contain toxins that are common in most coffee production techniques. So by removing the bad stuff and leaving only the good stuff, you get it like an unfair advantage in how you feel. It's really amazing. Voilà, alors ce qui est important pour lui, c'est notamment les ingrédients qui sont utilisés dans son café. On parle de lait d'animaux nourris à l'herbe qui ne contiennent pas de sel. On parle d'un beurre très spécifique également sans sel, d'huile qu'il fabrique lui-même. Alors il en a fait tout un site internet où on peut acheter ses produits pour fabriquer à la maison son Bulletproof Coffee.
Ça sent le business à plein nez derrière ça cette marche, histoire. les gens l'achètent. Les gens l'achètent. À la Silicon Valley, les cadres et les travailleurs dans les startups en sont fans. Ils ne boivent plus que du Bulletproof Coffee. Pourquoi pas? Finalement, quand on pense que les Français trempent des tartines beurrées dans leur café, Oui, c'est un peu pareil. on a un peu. Il y a des études scientifiques qui prouvent que ça marche, que ça coupe la faim, etc. Alors on n'a rien. On n'a rien pour l'instant. C'est tout nouveau. Ça fait quelques semaines que le Bulletproof Coffee fait un tabac aux États-Unis. Il n'y a pas encore d'études. Ce serait une bonne idée de lui suggérer quelques tests scientifiques pour renforcer un peu sa crédibilité peut-être. Ça vous tente, Marie? Vous étiez convaincue? Vraiment, il n'y a aucune chance. Et vous êtes fan de café en général? Oui, mais du vrai café sans beurre, sans sucre, sans lait, sans rien. C'est la même chose là. Vous avez testé? J'ai pas testé, ça me dit absolument rien. Non, je suis désolé, non. Ça me fait dit grossir rien. en plus. Et je vous ai épargné le fait de vous amener un Bulletproof Coffee sur le plateau ce matin. J'aurais pu, j'y ai pensé. La semaine prochaine. On attend. Et alors, j'enchaîne avec un sujet consommation. On revient en Israël et je voulais vous présenter le film La nouvelle campagne publicitaire pour la promotion de l'État d'Israël. Ah, ça n'a plus rien à voir avec le café? Ça n'a plus rien à voir avec le café. Ça n'a plus rien à voir avec le café. Film publicitaire pour la promotion de l'État d'Israël lancé par le ministère du Tourisme en Israël. Regardez la publicité, on en parle juste après. Things to do once in a lifetime. Kiss a prince. Marry your queen. Complete a marathon. Be a champion. Make your mark. Create a life. Dare to fly. Don't be shy. Once in a lifetime, be at the places where it all began. Reach higher in Jerusalem. Share a new beginning at Masada. Experience life in the Dead Sea. Israel, land of creation. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre un ensemble d'activités touristiques qu'il est possible de faire en Israël, comme se baigner, se faire tatouer, pratiquer des sports extrêmes. Finalement, tout ce qu'on pourrait faire dans n'importe quel endroit, n'importe quelle ville ou n'importe quel pays touristique dans le monde. Je vais être assez critique, mais ça pourrait presque être une publicité pour un club de vacances, pour un parc d'attractions. En tout cas, je trouve ça un peu dommage que ce soit le film qui a été choisi pour faire la promotion d'Israël. Parce qu'il n'est pas assez spécifique à Israël. Il n'est pas assez spécifique, et puis c'est complètement contradictoire avec la communication faite par l'État d'Israël sur d'autres moyens. On parle de la Startup Nation, on parle des nouvelles technologies, on a le côté religieux, on a le côté historique, on a la politique, on a énormément de choses, et puis on sait qu'il y a beaucoup de choses à voir ou à faire en Israël. Et finalement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit allez vous baigner, allez faire du kitesurf, c'est très sympa. À la limite, ce que je laisse pour ce film, c'est la signature, le slogan final, Land of Creation, qui est une très belle signature puisqu'on a le double sens, le pays de la création, donc historiquement, et de la création artistique, culturelle, etc., qui est malheureusement pas très mise en avant. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça fait vendre Israël ou... Ça me rappelle des films qu'on faisait dans les années 60. En fait, c'est un cliché total. Et où est Tel Aviv, la ville, le centre du monde? Où est Tel Aviv? C'est toujours la mer, c'est toujours Masada, c'est toujours la Bible, c'est toujours... Mais on est dans le contemporain, on s'amuse toutes les nuits ici. On parle de création, on n'a pas de création artistique dans le film, on n'a pas de création, on parle du vin israélien qui est beaucoup mis en avant, on ne le voit pas, on parle de start-up, de tech. De la Bible. Il n'y a rien. Voilà. Donc un peu dommage. Ça reste un vrai film dommage, voilà, c'est un joli film. Pour moi, c'est un vrai dommage. Il est diffusé où? Il est diffusé sur Internet depuis une dizaine de jours, depuis 15 jours. Par le ministère du Tourisme. L'objectif, c'est d'attirer de plus en plus de touristes en Israël. Ça marchera peut-être. En toute honnêteté. Bon, c'est peut-être une vraie volonté aussi de rester comme ça, aseptisé, je sais pas, peut-être. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Avec le reste de la campagne prochainement. On le suivra, voilà, avec la campagne avec vous. Merci beaucoup, Johan, d'être venu nous en parler. On se fait un Bulletproof Coffee en sortant de l'émission. Désolé. Vous n'êtes pas partenaire. Bon. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous. Cette semaine, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très beau week-end. Portez-vous bien.